Moss in single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. That's what I do. I lay people out. Bonsoir, bienvenue sur la meilleure émission de la bande FM. Non, on dit plus ça depuis 20 ans. Bienvenue à la meilleure émission sur YouTube, Touchdown et Tartiflette, l'actualité du football américain, notamment de la NFL. On parle de tout, de ce qui s'est passé, des différents matchs. On explique qu'est-ce qui va se passer. On se proclame expert. Est-ce qu'on est si bon que ça? Non. Mais au moins, on s'amuse bien, on rigole bien et on fait avec beaucoup de légèreté. Mais avec moi, j'ai un vrai expert. Rémi, comment tu vas, Rémi? Ah, ça va super. Merci pour cette charmante présentation. On n'est Je que t'en deux prie. pour l'instant, mais on va peut-être être rejoints par d'autres ce soir. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. On va peut-être avoir des invités guests, surprise. Alors, ne soyez pas déçus, il n'y a pas Bill Belichick qui va débarquer. Mais Non. voilà, ne vous inquiétez pas, ils vont vous faire plaisir quand même. On commence sur les chapeaux de roue avec une breaking news. Alors, j'ai pas de jingle, hein, mais on va le faire à l'ancienne. Breaking news. Breaking news. Brian Daboll a été remercié par les New York Giants, le head coach des Giants, ancien coordinateur offensif notamment d'Alabama et des Buffalo Bills, a été licencié des New York Giants après une défaite sur le fil, on peut dire plus ou moins, contre les Chicago Bears. On peut dire beaucoup de choses sur son parcours aux Giants. C'est vrai que c'était pas fameux. Après une première saison extrêmement prometteuse et une qualification en playoff et un coach of the year avec une série fiche de 9-7-1, on a eu une saison à 6-11, puis 3-4-11 et 3-14, pardon, et maintenant on est à 2-8 pour un total de 20-40. Et donc un record parfait de 500, donc de autant de victoires que de défaites. Rémi, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce licenciement? Je t'avoue être un peu surpris, hein. Ben, je pense que la gestion des derniers matchs a dû coûter cher. Je suis surpris dans le sens qu'il a quand même perdu pas mal de ses armes sur blessure. Donc, quand tu perds ton receveur principal et ton running back dans une équipe qui tourne que moyennement, c'est un peu compliqué. Mais il a perdu des matchs qu'il ne devait pas perdre. Ils étaient grandissimes favoris à quelques minutes de la fin dans 3 ou 4 rencontres cette saison, qui perdent de manière un petit peu idiote. Donc voilà, je suis à moitié étonné, mais je m'étais dit que peut-être d'autres allaient sauter avant lui. Ce n'est pas le cas. Et par contre, la double breaking news, c'est que son remplaçant, Mike Kafka, a décidé de starter Jameis Winston. Oui, c'est vrai, j'allais venir après, mais effectivement, Mike Kafka, donc le coordinateur offensif des Giants, qui va faire l'intérim, a décidé de ne plus de mettre Jameis Winston. On attend de voir, hein. Jameis Winston était plus connu récemment pour ses phrases et pour son entertainment que pour ses qualités quarterbackesques, si ce n'est qu'un mot. Mais à voir. Moi, je suis quand même souligné que Brian Daboll, mine de rien, alors je regardais un peu son palmarès. Alors en tant que head coach, il n'a pas fait grand-chose, mais en tant qu'assistant, il a quand même gagné avec Alabama un titre de champion NCAA et avec les Patriots, il a 5 Super Bowls. Donc on est loin de quelqu'un qui a jamais gagné quoi que ce soit, au contraire, mais qui a plutôt fait les mauvais choix. Et pendant qu'on parlait de Brian Daboll, Olivier Lezèbre s'est connecté. Comment tu vas, Olivier? Bonjour à tous, désolé pour le petit retard. Je t'en prie. Ça va bien. Voilà, Brian Daboll licence. Maintenant, on peut vite pronostiquer qui sont les prochains. Moi, j'en ai 2 en tête. Voilà, moi, je suis quasiment sûr que Mike McDaniels et Jadon Gannon risquent d'y passer également. Je les vois pas renouveler pour une autre saison. Ouais, pour une autre saison, non, mais est-ce qu'il y en aura qui seront virés cette saison, tu penses? Parce que Mike McDaniels, apparemment, va tirer jusqu'au bout. Je sais pas si on a d'autres qui sont susceptibles de prendre le siège éjectable avant la fin de la saison. Gannon est celui dans le haut de 6, je crois. Il me semble que c'est celui, pour moi, derrière les autres. Je sais pas qui d'autre, peut-être Kevin Stefanski, c'est vrai, j'ai pas pensé, mais Stefanski qui risque aussi d'y passer. Donc ça, à voir.
mais moi j'en ai un autre nom, mais on en parlera un petit peu plus tard, mais qui peut un peu surprendre tout le monde, hein, du côté de la FC Nord, à voir comment il se débrouille après la fin de saison. Mais je ne sais pas. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va se faire virer durant cette saison. Ouais, je vois pas trop. Toi, Olivier, tu penses qu'il y en a un qui va être remercié avant la fin de saison? À part celui des Miami Dolphins, là, non, je pense qu'ils vont tous rester un peu comme ça. Il y a Pete Carroll qui est un peu sur la sellette, qui a une mauvaise fiche. Donc, moi, j'aurais tendance à dire peut-être celui de Tennessee, vu les résultats et la mauvaise exploitation du QB rookie. Pour le reste. Après, Brian Callahan a déjà été remercié, il a déjà été viré. Donc, pour Tennessee, c'est l'intérim, ceux qui fait l'intérim. Ouais. À voir, à mon avis, ils vont pas le garder, ça, je pense. Non, effectivement. Ouais. McCoy sera remplacé. Et celui de Cleveland, ok, vous en pensez quoi? donc on peut passer au Celui de Cleveland. au premier match de la soirée. Donc je voulais Tu penses que le head coach de Cleveland peut sauter? Kevin Stefanski. Tu nous entends, Scooby? Tu nous entends, Scooby? Alors, on a perdu. Je crois qu'il a un problème technique. Petit problème technique pour Scooby. Et donc, ouais, c'est vrai que le bilan de Cleveland n'est pas radieux cette saison. Donc, est-ce qu'il est sur le hot seat? Je ne sais pas. Je trouve que c'est pas une équipe qui est si mal coachée que ça, mais par contre, ça manque clairement d'exécution offensivement, notamment. Et on est en train de perdre des précieuses années de Myles Garrett, donc ouais, à voir. Tu nous entends, Scooby? Ouais, maintenant je vous entends. Mais on va passer du coup au premier match au premier match qu'on va revenir dessus. Jaguars Texans. Ouais. Match qui s'est soldé par une victoire assez surprenante au final des Texans sans CJ Stroud. Assez décevant parce que quand j'ai vu le début du match, je me suis dit ça y est, les Jaguars sont revenus, ils sont en feu. Mais là, on a eu un 4e quart-temps stratosphérique avec 4 touchdowns. Alors, le dernier touchdown, c'était un fumble recouvert un peu dans tous les sens. Mais bon, au moins 3 touchdowns inscrits pour 0 points inscrits pour les Jaguars. Défaite 29-36 au Energy Stadium. Les Texans finissent avec une fiche de 4-5 après ce match-là. Jaguars 5-4. Donc moi, ma question, elle est simple. Qu'est-ce qui se passe du côté de Jacksonville, sachant que Travis Hunter a été déclaré out pour la saison? Bah ouais, mais on en parlait la semaine dernière. Je suis pas tout à fait étonné de cette défaite des Jags. Alors oui, les Texans sans Stroud, c'est beaucoup moins dangereux. Ils disposent quand même pour moi d'un des meilleurs backups de la ligue en David Mills, qui est pas un mauvais quarterback. C'est un backup, on est d'accord, mais pour moi, c'est un bon backup. Et du côté des Jacks, ça fait quand même quelques semaines que c'est pas brillant. Ils se sont fait un petit peu rouler dessus du côté de Londres. Ils ont une victoire vraiment à l'arraché contre des Raiders qui sont pas super brillants cette saison. Ils n'avaient rien su faire face aux Seahawks non plus. Donc depuis la victoire face aux Chiefs, en fait, je trouve que les Jaguars sont redevenus un petit peu les Jaguars, malheureusement. Je trouvais que c'était enfin leur bonne saison il y a 4 semaines. Et depuis, c'est un petit peu la catastrophe. Et ça tourne pas parce que je pense qu'avec une équipe un peu en confiance, clairement, ça perd pas cette rencontre. Tu prends pas 26-0 dans le 4e quart. Tu fais au moins 1 ou 2 drives où tu vas chercher 3 points, où tu tues un peu le chrono, où t'empêches l'autre équipe d'avancer, qui est un backup QB quand même, on le rappelle. Voilà, pour moi c'est symptomatique et je les vois pas se relever de ça. Et ça m'étonnerait pas que les Texans terminent d'ailleurs la saison devant les Jags. Ouais, tu as raison, vu ce qu'ils ont montré ce week-end, là, c'est décevant parce qu'on sentait les Jaguars avec un élan positif et là, la défaite contre Houston, je pense que c'est le genre de défaite qui fait mal à la tête parce que c'est comme tu es dans la même poule en plus, c'est 2 équipes qui sont dans la même poule, même si Houston ne les a pas dépassés encore, mais ils sont pas loin derrière, quoi. Il n'y a plus qu'une victoire d'écart. Ouais, c'est ça, ils les voient dans le dos, hein, donc après, tu sais très bien que quand
t'es plus aussi confortable au niveau du jeu quand t'as quelqu'un derrière ton dos, hein, au lieu d'avoir et d'être confort comme les Colts avec 3 victoires dans le dos de confort, quoi. Donc c'est vraiment bête, vraiment. Ouais. T'es de retour, Scooby? On s'en Oui, bat oui, avec ta connexion excusez-moi. Internet. Ouais, connexion Internet, je me bats avec. Non, non, mais rien de très spécial à ajouter, si ce n'est que visiblement les Texans peuvent se débrouiller sans Stroud. Ça va se poser des questions Ouais. sur certains points. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est qu'ils ont une très très bonne défense, que les Jacksonville n'ont pas réussi à finir un match comme ils n'ont pas réussi à faire tout le temps. Et j'ai l'impression que l'AFC Nord, l'AFC Sud s'éloigne de plus en plus et que elle est en train de tomber dans les mains d'Indianapolis Colts. Donc des interrogations pour la suite, à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que les Jacksonville Jaguars nous déçoivent. Alors qu'on est depuis, on était un peu hypé avec la victoire contre les Contre les Chiefs, nos amis, les Chiefs et les 49ers, mais là depuis c'est un peu la débandade avec des défaites contre les Seahawks, contre les Rams, une victoire sur le fil contre les Raiders et maintenant voilà. Donc on ne sait pas trop comment ça va finir cette histoire, mais pour le moment il me semble qu'ils sont toujours qualifiés en playoff entre guillemets, mais à voir ce que ça donne, hein, sachant que les Chiefs arrivent, etc. Ouais, ouais. Pour le prochain match, un peu à parler d'une autre équipe qui nous a un peu déçus, toujours leader de sa conférence, de sa division, pardon, mais les Steelers, match contre les Chargers, assez hésitant, pas très enflammé, mais une victoire assez nette des Chargers, 25-10. Aaron Rodgers qui lance 2 interceptions, qui nous montre, à mon avis, un de ses plus mauvais matchs de l'année. Est-ce que c'est un peu la fin de notre ami Aaron Rodgers et surtout est-ce que les Steelers vont réussir à se qualifier en playoff au final avec une bonne fiche? C'est un peu les questions qui me tirent l'épine. C'est une très bonne question. Pour moi, le fait que Baltimore revienne un petit peu en force avec un calendrier qui leur est relativement favorable, il n'y a plus qu'un match d'écart entre les deux. Je les vois mal finir premier de cette division-là. Parce que Baltimore avec Lamar est bien plus costaud que ces Steelers. Les Steelers, je casse un peu du sucre sur leur dos depuis le début de la saison et force est de constater que cette semaine-ci, ils ont prouvé un petit peu ce que je disais. Ils ont besoin que l'équipe en face fasse un non-match pour gagner. Donc on l'a vu face aux Colts qui réalisent 6 turnovers, on l'a vu face aux Pats qui ont 5 turnovers. Voilà, pour moi, c'est une équipe qui n'est vraiment pas assez régulière, des deux côtés du ballon d'ailleurs, malgré une escouade défensive plus que sexy. Un peu déçu par les stats de certains à ce niveau-là. Et donc, je les vois mal terminer la saison en tête de leur division. Et donc, ça va batailler, mais je fais partie de ceux qui ne les voient pas en play-off, en tout cas. Moi, je pense que c'est un peu tôt encore pour parler de playoff. Surtout que la stabilité des Ravens, la stabilité des Bengals qui sont derrière aussi, je crois que ces 3 équipes, elles sont toutes dans le même sac et elles peuvent tirer leur jeu. Après, je reviens sur ce que tu dis, Rémi, l'attaque des Steelers. Je vois le running back qui fait que 70 yards. C'est petit pour une O-line aussi performante que celle des Steelers, hein. Et alors moi je comprends pas, hein. Tu prends un receveur étoile comme DK Metcalf, le match il a fait 35 yards, excusez-moi, mais 35 yards pour un receveur étoile comme ça, c'est pas possible, quoi. Il y a un truc qui va pas. Pour moi, il y a que le problème de leur attaque, c'est notamment ça, je pense, c'est la faiblesse de leur escouade de receveurs, parce que Metcalf est, comme tu l'as dit, très très fort, mais du coup, il est souvent en double couverture. Et derrière, pour moi, c'est des gars comme Warren ou Roman Wilson qui devraient faire le boulot. C'est pas du tout le cas. On a encore vu des gros vilains drops cette semaine.
Donc pour moi, il y a un gros problème au niveau des receveurs. On a un receveur numéro 1, mais un bon receveur numéro 1, il a besoin d'un petit receveur numéro 2 au moins. Et c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. On a un tight end qui peut faire le taf de temps en temps, Pat Freiermuth, qui n'est pas non plus un grand receveur, disons-le bien. Voilà. Je pense qu'il y a un petit problème à ce niveau-là également. Je serais pas favorable au fait de tirer sur Aaron Rodgers, qui pour moi fait un peu ce qu'il peut, même si là c'était son moins bon match, clairement. Mais on sait qu'il est encore capable de faire mal à pas mal de défenses en NFL. Mais surtout que les Steelers, en fait, le gros souci en regardant leur calendrier, ça arrive, c'est costaud. Là, prochainement, ça va être les Bengals contre qui ils ont perdu au match aller, il faut pas l'oublier. Et après, ça va être les Bears, les Bills, les Ravens, les Dolphins, les Lions, les Browns et les Ravens encore. Ouais. Donc, il n'y a pas un match qui va être très très facile dans le tas. Au contraire, ça va être costaud dans tous les sens. Donc, loin de croire que les Steelers peuvent finir avec une fiche au-dessus de 9 victoires ou plus. Donc, c'est un peu une interrogation parce que c'est un peu ce qui tient Mike depuis toutes ces années. C'est ce côté, j'ai jamais eu de mauvaise saison, mais à voir ce que ça va donner en tout cas. Mais il y a des choses qui peuvent rester. Et, bon, ça va être un beau challenge à suivre, je pense. Ouais. Je pense que ça va être une des divisions les plus intéressantes, avec la division de la FC West. C'est deux belles divisions et je pense qu'on n'en a pas fini encore. Ouais, c'est clair, ça peut être serré jusqu'au bout. En tout cas, on parle de choses qui sont excitantes, qui sont belles. Parlons de choses qui le sont moins. Parlons du fait que la NFL est toujours aussi broken cette année, avec une victoire sans appel. En plus, on peut pas dire que c'était des Dolphins contre les Bills, dans un match assez impressionnant du côté de Dolphins, que ce soit offensivement ou défensivement. Le jeu au sol des Bills n'a pas du tout été aussi performant que d'habitude. Quand on dit que l'attaque des Dolphins au sol a été extraordinaire, je m'en rappelle, il me semble que les Dolphins ont fait un match où ils ont fait 18 yards en attaque au sol. Et là, ils en ont fait presque 10 fois plus. Donc, c'était assez colossal. Voilà, malgré l'absence de Tyreek Hill, une attaque qui arrive à rouler. Achante qui nous fait un match absolument exceptionnel. Et il fallait pas l'affronter en fantasy, bien sûr. Je vous le répète, la fantasy, c'est important de faire gaffe. Mais voilà, donc ça y est, est-ce que c'est juste un contre-courant? C'est encore la NFL qui est dysfonctionnante cette année, Rémi? C'est compliqué, celui-là, peu de gens l'avaient vu venir, voire personne, je pense. J'imagine que sur prononfl.com, il y avait 0 vote pour les Dolphins, à mon avis. Et ouais, je suis étonné. Après, rien n'a tourné pour les Bills. Chaque fois qu'ils avaient un drive pour relancer un peu la machine, soit c'était un fumble, soit c'était une interception, soit c'était une perte de balle idiote. La conversion à 2 points qui est manquée pour quelques centimètres. Beaucoup d'éléments qui ont fait que la bascule n'a pas eu lieu. Et en face, on a des Dolphins qui ont sorti un des matchs de la saison pour eux, si pas le match de la saison, un match référence, qui sait les relancer avant ici un match un petit peu intéressant du côté de Madrid, face aux Commanders, qui sont aussi assez affaiblis cette saison. Donc, est-ce que c'est un petit peu la bouée de sauvetage de McCarthy? Je ne pense pas. Mais McDaniels, pardon, excuse-moi. Je ne pense pas que ce soit sa bouée de sauvetage parce que il doit dégager le système McDaniels. On a fait le tour et on voit que ça ne marche plus. Je pense qu'FMB est assez d'accord avec moi, lui qui suit les Dolphins depuis un bon bout de temps. Et c'était sur une défaite qui fait mal aux Bills parce qu'en plus d'avoir perdu face aux Pats dans une division qui est aussi assez serrée pour la première place, donc ils ont déjà un match de retard de par cette défaite. S'ils les battent au match retour, ils ont quand même ce bilan qui pourrait compter parce qu'on sait que les matchs de division font le tiebreaker également. Donc c'est un match qui peut coûter très cher aux Bills.
Mais alors, petite parenthèse, rapidement, effectivement, c'était contre les Panthers, où les Dolphins avaient fait 14 courses pour 19 yards, sachant Bravo. que la plus longue course était de 6 yards, et que durant cette semaine, Achane a fait plus de yards en moyenne. Donc il était à 7,9 yards en 22 courses de moyenne, alors que dans ce match-là, la plus longue course des Dolphins, c'était 6. Donc c'était la petite parenthèse. Oh, Et toi, Olivier, alors, ces Dolphins, c'était un accident ou... Bah, pour moi, c'est un accident, bien sûr. Bon, si on vous écoute, les gars, depuis le début de l'année, on entend que les Dolphins, que les Bills, ils sont prêts pour cette année pour aller en playoff et compagnie. C'est ce que vous disiez en début de saison. Ah, mais Non. je le dis toujours pour moi, ils sont armés Non. pour aller en playoff. Hein, mais... Donc là, c'est, tu sais, des fois quand tu joues au foot et que tu joues une équipe dans le fond du trou, ben tu te dis ben voilà, on va y aller les gars et puis de toute façon on va jouer des nuls et puis voilà. Bah je pense que c'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit ben ouais les gars on va jouer des nuls. Et puis, en fait, on se retrouve à perdre 13-30. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que quand tu vois les stats en attaque, là, Etienne, 174 yards en course sur un match, c'est quand même bien. C'est pas mal du tout. Ouais, je te confirme. Hein? Franchement. Je te confirme. C'est pas mal du tout. J'espère que les Patriots ne feront pas cette erreur-là en se disant l'adversaire est trop faible. Moi, Ça va aller. j'espère que les fans des Miami Dolphins ne vont pas aller pour rien à Madrid. Parce que Ça sent le match, ça sent le match bourbier quand même. Hein. Ça sent le match bourbier. Je veux pas spoiler, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Parfait, belle transition, merci Olivier. Donc on va parler un peu des matchs la semaine prochaine et on va s'arrêter à chaque fois sur certains matchs très rapidement, enfin pas très rapidement justement en détail. Les autres on dit notre avis, mais comme d'habitude, mais certains matchs on va prendre un peu plus de temps de les détailler parce qu'il y a des très grosses affiches et avec des très gros enjeux. Premier match qui n'est pas un gros enjeu mais quand même un match qui me tient au cœur, Jets Patriots le Thursday night à New England. Les Jets sont dans notre bowl annuel, sachant que les Jets sont dans une splendide série de 2 victoires d'affilée, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins un an. Après une victoire fulgurante contre les Browns avec quand même les Jets qui avaient inscrit plus de touchdowns de yards faits en offense. Et ça, je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'est très beau. Yard à la passe, je crois que c'est la meilleure stat que j'ai jamais vue. C'était Justin Fields, c'était 1 yard à la passe et les Jets avaient inscrit 2 TD. J'avais jamais vu ça. Mais Jets qui vont aller à New England. New England est favori, surtout avec leur victoire contre les Bucks. Contre une belle équipe des Bucks. Maintenant, ça reste un match de division. On a bien vu à quoi ça ressemble à la NFL. Il faut jamais dire jamais. Personnellement, je ne peux jamais voter les Patriots et encore moins contre les Jets. Mais je pense que Rémi et Olivier, vous avez tous les deux dit Patriots, c'est facilement, mais attention. Écoute. Ouais, moi, ça, on en parlait avant le début de l'émission. Attention, parce que si, comme l'a très justement dit aussi Olivier d'ailleurs, si on prend un match par-dessus la jambe, ça reste des équipes pro en face. Je pense que ça reste la NFL. Aucun match n'est offert. Là, c'est une rivalité de division. Ils vont arriver le couteau entre les dents. Ils n'ont absolument rien à perdre du côté des Jets. Donc, je me méfierais vraiment de cette équipe. Je pense pas que la victoire sera si facile qu'elle est annoncée. J'espère voir une victoire quand même. Et sinon, j'aimerais quand même bien souligner une petite stat par rapport à cette magnifique victoire des Jets dont tu parlais. C'est l'autre Olivier Rival, qui me l'avait transmise. Les équipes qui avaient limité l'adversaire à moins de 175 yards et n'ayant pas fait de turnover étaient à 225 victoires pour 0 défaite. Donc voilà, c'est une belle première de la part des Jets. Bravo à eux. Toujours victoire dans la médiocrité, sachant qu'il me semble qu'on est la seule équipe de cette année à avoir gagné un match sans avoir fait 60 yards à la passe. Bravo. Olivier, Patriote, je suppose. Bah, bien sûr. Je vais même pas aller plus loin.
D'accord. Même si t'as mis un pull des couleurs des Jets, Alors c'est marrant ça va. parce que j'ai un pull C'est Boston Celtics. quand même. C'est Ouais, Boston, c'est- donc c'est plutôt Patriots. Au final, c'est le grand écart. Voilà. donc tu te rends compte que t'as mis un pull qui est à la couleur des Jets d'une équipe qui est à Boston. C'est chaud quand même, hein. Oui, T'as fait non, mais exprès j'aime ou les pas? verts. Voilà. J'aime le vert, voilà. Sauf au soccer. Qu'on voit qui vaudra. Ah bon. Ouais, j'ai compris. Ah ouais, Même non. moi, j'ai compris. Ah, Donc, non. t'imagines Prochain match, quand on reste de l'Europe, à Madrid, Dolphins Commanders. Voilà, on est Il y bien. a quelques temps, j'aurais été très emballé pour les Commanders comme je l'ai été. Là, je suis beaucoup moins rassuré avec ce qui s'est passé. Je pense que les Dolphins, ils ont une petite vague positive en ce moment. Et je pense que ça va être un match, je dirais pas facile, mais je pense quand même voir les Dolphins gagner ce match-là et être sur une super série de 2 victoires d'affilée, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Mais non. Ouais, c'est Mais non, compliqué. les gars. Ce qui est C'est pas dommage, possible. je vais laisser Olivier parler, puis je terminerai. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Que moi, franchement, je vais vous dire aujourd'hui, s'il y avait 300 € à mettre pour partir partir à Madrid et aller voir Washington-Miami, ben franchement, moi, je suis ni fan des Washington, ni fan de Miami, mais je pense que ça peut être un bon match à 300 €, d'accord? Vu l'affiche en plus qu'ils ont ces deux équipes, mais voir Miami gagner, non mais les gars, il faut pas oublier quand même qu'il y a à Washington. Certes, il y a un QB merguez, mais il faut pas oublier le reste, les gars. La défense, les receveurs, le jeu au sol. Non, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Washington, Vous avez les petites étoiles. Vous savez pourquoi, les gars? Parce qu'ils viennent de gagner. C'est pour ça. Ah, mais ça, je suis d'accord avec toi sur le fait que Miami, je les défends juste parce qu'ils viennent de gagner, parce qu'ils ont le. Mais le problème, c'est que Washington ne fait que perdre. oui, Washington ne n'a fait pas que perdre. gagné depuis le 5 octobre. C'est vraiment compliqué. La série est catastrophique. Et en plus, ils se font rouler dessus chaque semaine, quoi. Ouais, et si je peux me permettre, ils ont la 30e meilleure défense de la NFL. Ben moi, ce qui me déçoit dans cette rencontre, c'est qu'on avait un match en Espagne pour la première fois. Ouais. Et honnêtement, quand c'est sorti l'an dernier, on s'est dit c'est quand même une belle petite affiche. On s'est dit c'est quand même une belle petite affiche. On a deux équipes qui savent jouer au football. On a potentiellement deux belles attaques. On n'imaginait pas une blessure de Hill notamment. Faut pas l'oublier. On a tendance à ne plus en parler. Et donc pour moi, on avait un match très spectaculaire avec des favoris, les Commanders à mon avis. Là, au final, on a une équipe un peu moribonde des Dolphins qui vient de gagner son petit match miracle, et on a une équipe des Commanders qui ne se relève pas et qui ne se remet pas de la blessure de son quarterback. C'est un peu dommage pour les spectateurs là-bas. Après, ça peut donner un match serré malgré tout, parce qu'on a deux équipes qui n'ont pas perdu avant de monter sur le terrain, loin de là. Et j'espère pour eux qu'il y aura du spectacle. Ce serait vraiment chouette pour les supporters. Donc on est deux à dire Miami, et toi Olivier, tu maintiens Washington. Le match à Washington. Ok, prochain match, Bengals Steelers à Pittsburgh. Alors malgré ce que j'ai pu dire, je pense quand même que ce match-là va être remporté par les Steelers. Le match est à Wine Stadium. À mon avis, les Bengals, ils n'ont pas gagné des masses là-bas. C'est un peu compliqué à prendre. Mais moi, j'ai dit Pittsburgh, malgré le fait que les Bengals seraient très fortement capables de faire 400 yards de la passe et perdre. Ouais, moi j'ai mis Steelers, mais un peu à contre-cœur, je t'avoue, je suis vraiment pas convaincu. Alors qu'on a des Bengals qui sont capables, effectivement, comme tu l'as dit, de perdre avec 400 yards ou de perdre avec 40 points aussi. Mais je me dis que s'ils arrivent à scorer autant face à ces Steelers-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être un match serré, je pense. Je donne mon avantage aux Steelers parce qu'à domicile, parce que c'est un match très important, parce que c'est une rivalité de division intéressante, parce qu'il y a un Rodgers qui peut briller dans les grands soirs. Voilà. Mais je suis pas méga convaincu de mon choix. Sachant que je me permets, avant Olivier que tu interviennes, ça fait 3 matchs. Les Bengals ont mis 33 points, 38 points et 42 points, et ils sont à 1-2.
C'est dur. C'est dur au ouf, niveau hein. de la défense. C'est ouf. C'est ouf. Je pense qu'ils ont la meilleure score dans les 3 derniers matchs de la NFL en termes de points par Un truc match. de Et ouf. ils sont- Et donc ça veut Olivier, dire que pour moi, un retour de Joe Burrow ne changerait rien, parce qu'avec Burrow, il marquerait 40 points, mais ils auraient toujours la même défense de merde. c'est pas faux. Olivier, Bengals ou Steelers? Bah, moi, j'adore Joe Flacco, hein, mais je vais dire Pittsburgh. Ok. Du coup, on reste accroché pour ce derby des vieux quand même. Après le derby des vieux, voyons le derby des blonds. Chargers, Jaguars à Jacksonville, donc Los Angeles, Jacksonville, c'est pas à côté en train. Match qui, il y a quelques semaines, j'aurais pu pencher du côté des Jaguars. Là, je suis plus enclin à dire Chargers qui gagne peut-être sans convaincre, mais il reste à 7-3. Donc, et qui sont deuxième, il me semble, de la FC West. Donc, je vois quand même les Chargers gagner, même s'ils ne gagnent pas avec l'art. Bon, au moins, ils gagnent. Il est pas mal leur petit receveur, là, avec l'ADD, Mac, je sais pas comment, là. Là, McConkey. 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 McConkey, Franchement, il est c'est pas costaud. mal, hein. C'est très McConkey, costaud. ouais. Franchement, moi, je suis aussi pour les Chargers, hein. Ouais, Chargers pour moi aussi. On a deux dynamiques très différentes et les Chargers pour moi doivent gagner pour espérer continuer à rester bien dans la course au playoff. Mais bon, Chargers qui est favori, c'est quand même fou, sachant On connaît que... l'histoire. On connaît l'histoire des Chargers favoris. Ouais, mais on connaît surtout en ce moment l'hôpital Chargers, quoi. Tous les running backs, là, on a le frère d'Arturo Vidal qui va faire, c'est une blague, qui est running back, que tout le monde ne connaissait pas, je pense qu'absolument personne connaissait la légende de Kimani Vidal de l'université de Troy. On en parlait un peu la semaine dernière, et aussi le O-line, hein, Rashawn Slater, Joe Alt, à peu près personne maintenant, mais bon, comme quoi, hein, ils arrivent à se débrouiller quand même. Prochain match qui nous attend et que je pense qu'on va passer un petit peu plus de sens dessus, Buccaneers-Bills à Buffalo, deux équipes à 6-3, deux équipes qui jouent la première place de leur division respective, sachant qu'il y en a une qui est un peu plus avantagée que l'autre, hein, et on dira pas pourquoi pour pas être méchant. Tampa Bay, tous les deux qui ont perdu et qui ont peut-être pas déçu du côté de Tampa Bay parce que bon, c'était un match contre une bonne équipe des Patriots. Buffalo qui ont déçu contre les Dolphins. C'est assez aléatoire, on sait pas trop avec ces deux équipes. Offensivement, défensivement, ça peut être intéressant. Ekbuka a fait une grosse saison, mais décevant du côté de Buccaneers, qui est encore la moitié de l'équipe à l'hôpital, à voir si de leur côté s'ils peuvent récupérer 2-3 joueurs. Mais bon, moi personnellement, j'ai dit Buffalo parce que c'était à Buffalo, mais je ne serais pas étonné que ça vienne dans victoire pour Tampa Bay. Olivier, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a une victoire pour Tampa Bay. Pour moi, l'attaque de Buffalo, elle est beaucoup plus solide que... pardon, l'attaque de Tampa Bay est plus solide que l'attaque de Buffalo, même si il y a du bon joueur chez le médecin. Je pense que moi, je dis Tampa Bay pour cette raison. Ah ouais, c'est compliqué personnellement. On a deux équipes qui ont un peu le même parcours cette saison, une excellente entame avec 3 victoires, et après, depuis, ça se passe un peu moins bien avec 3 défaites et 3 victoires sur les 6 dernières rencontres. Donc ils ont vraiment la même histoire cette saison. C'est un peu des profils différents dans le style de jeu, mais malgré tout qui peuvent scorer, qui peuvent compter sur certains plays défensifs. J'ai été déçu de la défense de Tampa Bay face aux Pats qui normalement peut mieux faire, notamment la secondary. Mais je donne quand même mon avantage aux Bills de par les absences du côté de Tampa Bay qui coûtent cher. Je trouve que le running game a vraiment pris un coup depuis la blessure de Bucky. Et on a aussi un Evans qui manque. Ekbuka est vraiment très fort et très impressionnant. Je pense qu'il va encore aller chercher ses 100 yards cette semaine. Ça va être la cible numéro 1. Ça va être difficile de l'arrêter parce que la liaison Mayfield et Ekbuka est vraiment impressionnante. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'un James Cook peut vraiment libérer son équipe. Et Josh Allen se doit de se rattraper après une performance plutôt très mitigée du côté de Miami.
J'ai l'impression que la victoire est plus importante pour les Bills que pour les Bucks, comme tu l'as dit, Scooby, et joue à domicile, donc avantage Bills, mais très 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 beau match sur papier. Sachant que Tampa Bay, une de leurs forces aussi, c'est le peu de turnover qu'ils font. Ils sont deuxième de la NFL, derrière les Eagles en termes du nombre de turnover faire dans un match. Mais bon, en termes de différence, il n'y a pas photo. C'est les Chicago Bears qui sont largement promis avec 14 en termes de turnover. Ce qui est assez énorme. C'est assez énorme. D'ailleurs, j'ai pas dit au hasard, prochain match Bears-Vikings à Minnesota. Ça va être compliqué ça aussi, même si Minnesota est un peu en dents de scie cette saison. Pas convaincu, même s'ils ont perdu de peu à chaque fois récemment contre les Lions ou même contre les Ravens. De l'autre côté, on a des Bears qui sont en feu, hein, 6-3, ça y est, le soldier field est de retour. Avec, il me semble, la deuxième meilleure attaque au sol derrière les Bills dans le rushing game. Même si c'est à Minnesota, j'ai quand même dit les Bears, ils sont globalement en meilleure posture, en meilleure forme. McCarthy n'apporte pas ce qu'on aurait voulu. Défensivement, ils peuvent toujours débrouiller avec notre ami Brian Flores. Disons que ce soir, tout tourne autour des Dolphins. Mais à voir ça donne. Mais moi, je suis quand même plus enclin à dire les Bears. Je pense que les Bears sont au-dessus. Là, sur celui-là, je t'avoue que je te rejoins sur pas mal de points abordés, mais j'ai quand même tendance à croire en ces Vikings sur un match à domicile, une belle rivalité de division, un match qu'ils ne peuvent pas perdre pour le coup, parce que défaite égale quasiment élimination des playoffs. En cas de victoire, par contre, ils reviennent à 5-5. C'est un bilan qui n'est pas méga sexy, mais dans cette division, pourquoi pas? Les Bears seraient à 6-4. Les Packers ont 5 victoires également. Donc voilà, c'est un match très important. C'est une équipe qui a montré qu'elle pouvait être dangereuse malgré tout. On est à un dernier drive pas si loin de se concrétiser face à Baltimore. C'était compliqué. Baltimore a sorti quand même un très bon match. Il a sorti les plays quand il le fallait surtout. Et donc, ouais, j'ai tendance à croire que ces Vikings peuvent être dangereux. On a McCarthy qui n'est pas au niveau attendu, quoique. J'ai jamais cru que ça allait être la superstar annoncée par certains. On a une équipe qui peut malgré tout être dangereuse contre les bonnes équipes. On va voir ce que ça donne face à cette équipe des Bears qui n'a pas le même profil que ces fameuses équipes face auxquelles elles ont performé. On verra s'ils arrivent à stopper le jeu au sol, on verra si leur ligne défensive fait le taf, parce que lorsque leur ligne défensive fait le taf, c'est très dangereux du côté des Vikings. Je donne mon avantage aux locaux, tout simplement parce que victoire plus importante, de nouveau une belle rivalité, de nouveau un match qui devrait être assez serré par contre. Olivier? Moi, je pense une victoire des Minnesota Vikings. Ouais. Mais un match intéressant. Ces deux équipes, l'équipe des Bears, là, elle est en pleine progression. Donc, c'est difficile aussi de dire que c'est Minnesota. Mais on est à la maison. Il y a un quarterback qui a besoin de montrer ce qu'il a dans les tripes parce que ça va être son troisième match de la saison, je crois. Donc, faut montrer, il faut qu'il prouve son salaire et son statut quand même. C'est quand même un QB de Michigan. Donc, moi, j'attends vraiment qu'il prouve d'où il vient. Et je pense que ça peut être le type de match charnière qui va lui permettre de montrer ce qu'il a un peu dans les tripes. En plus, il a toutes les armes pour gagner. Donc, c'est à lui, de montrer. De toute façon, il n'y a jamais eu en NFL un bon QB qui vient de Michigan. Ensuite, prochain match. Quel troll. Lol. Prochain match, un match qui fait rêver, un match incroyable. Texan-Titan à Tennessee, mon Dieu. On peut aller vite, je pense qu'on a tous dit Texan, mais je pense qu'on va pas tous le regarder celui-là, je pense. Ouais, on a tous dit Texan et on va tous fermer les yeux, effectivement. Oui, je Olivier, confirme. t'as pas. Je confirme. Parfait. Merci. Prochain match aussi qui ne fait pas rêver du tout et qui est pourtant assez galère à pronostiquer. Falcons Carolina à Atlanta. Panthers à 5-5. Pourtant, alors moi je suis très déçu des Panthers. Je pensais qu'ils allaient être à 6-15. Je pensais vraiment qu'ils allaient battre les Saints. Mais les Saints ont gagné 17-7.
Les Panthers, c'est vraiment l'équipe énigmatique absolue. Enfin, on parle les deux équipes, pardon, excusez-moi. Ouais, Atlanta et c'est Panthers, les deux sont des équipes les qui peuvent- pires à pronostiquer. Donc, parce que soit ils nous font les matchs du siècle, soit ils nous font des matchs pourris. La semaine dernière à Berlin, quand même, Atlanta ont fait un très beau match contre Indianapolis. Nous, on avait peur du manque de spectacle et au final, les Berlinois ont eu le droit à un super match. Carolina, ils sont capables de faire des énormes trucs avec Rico Doodle, qui est le running back all-time avec le plus de yards par match de Carolina Panthers, hein, pour la stat. Hein. ah ouais, C'est pas une blague. C'est dur. c'est incroyable. C'est très dur. Ouais. Mais un coup, ils nous mettent 30 points aux Cowboys. Enfin, ils font des gros matchs offensifs. Match aller, ils ont quand même mis 30-0 aux Falcons, et ça, il faut pas l'oublier. Et un coup, ils te font des matchs contre les Bills, contre les Saints, qui sont pas plus bactères. Pareil pour les Falcons, ils peuvent battre les Bills assez confiants, assez dominants. Et puis, juste à perdre, se faire massacrer par les Dolphins. Donc c'est vrai que c'est un match horrible, mais bon, c'est à Atlanta. Atlanta a quand même montré, je trouve, moins de. On va dire que récemment, quand on prend leur match récemment, à part contre les Dolphins, bon, on a eu un match Patriots assez serré et contre les Colts assez serré, donc j'ai l'impression que les Falcons ont plus d'armes pour réussir, mais c'est vrai que c'est pas un match facile du tout. Ouais, non, qui c'est fait pas un rêver. match simple. Ouais, moi, honnêtement, c'est le genre de match où j'ai envie de te dire pourquoi pas un match nul, quoi. Ils sont tellement imprévisibles cette saison que, ouais, on peut s'attendre à tout. Il y a quelques éléments intéressants à suivre parce qu'on en parle. J'ai vu une vidéo assez intéressante sur le kicking game des Panthers, qui permet à l'équipe en fait de relancer les adversaires d'assez loin, et c'est aussi pour ça que c'est une équipe qui encaisse peu de points, pas trop en tout cas. Reste à voir si l'attaque peut suivre le rythme de la défense, mais malgré ce petit avantage sympa et intéressant au niveau défensif, l'attaque ne tourne pas assez. Tu l'as dit, Doodle est là, c'est super, mais juste un running back, c'est parfois un peu court. On sait qu'Atlanta possède une défense qui statistiquement n'est pas mauvaise. Elle est sans doute moins brillante que la première place qu'elle a occupée pendant un petit temps, mais voilà, je donne mon avantage malgré tout à Atlanta. Je trouve que Michael Penix fait quand même du boulot relativement sympa, et surtout on a un Drake London qui fait partie pour moi des top receveurs de la ligue, et on n'en parle peut-être pas assez. Olivier? Moi, je suis d'accord avec Rémi sur la fin. Si on voit Michael Penix et London, là, c'est canon. Avec un Bijan Robinson qui peut aussi sortir du lot et nous faire un super match. Et Scooby, tu as raison, hein, parce que les Panthers, ils sont 4e en rushing yard par game quand même de la NFL. Donc, mais bon, on sait très bien ce que c'est quand tu joues trop sur un running, le mec il se fatigue, et il se fatigue tellement qu'à la fin il se blesse. Et il y a un moment, même si le jeu au sol, on sait très bien que c'est 60% du game, ben il y a un moment, faut arrêter de fatiguer tous ces running backs. À la fin, tu as ton meilleur joueur ou tu as un mec qui est en train de grow up, et là tu le fais tu le fais faire n'importe quoi, il se blesse, et après c'est la fin de ta saison. Donc non, je pense qu'il faut utiliser ton running back à bon escient, au bon moment, et de toute façon, moi, je voyais les Falcons gagner. Mais un running back peut faire la différence, effectivement. Voilà. Ok, Mais Falcons, merci. Prochain match, on va le faire en rapide, mais Packers-Giants à New York. Et moi, alors j'ai dit Packers, mais attention, parce que les Giants, ce que j'ai pas précisé, c'est vrai qu'on a été dur avec Brian Daboll, parce que mine de rien, alors oui, ils perdent des matchs, mais ils perdent des matchs assez serrés, et ils arrivent à scorer, ils sont offensivement assez bons. Et que les Packers, c'est un peu la chute vertigineuse en attaque, hein. Ouais. C'est plutôt très décevant. À savoir qu'ils ont perdu il n'y a pas longtemps, quand même. Ils sont quand même à 2 défaites de suite.
dont une contre les Panthers dont on parlait. Donc, bon, j'ai quand même dit Packers. Hein, je pense qu'on a à peu près tous dit Packers, mais on est tous à l'affût, je pense. Hein. Tu vois, ça, c'est deux équipes qui ont rien compris au football. C'est des équipes, elles ont usé leur running back. Il y en a un, il s'est fracassé la jambe, et l'autre, il est fatigué. Comment il s'appelle là Jacobs. Jacobs, et l'autre, Skatebou là. Ben, Ouais. ils les ont fracassés, tu vois. C'est tout à fait c'est dans la lignée de ce que je viens de te dire du match dernier. Et pour moi, le survivant, c'est Jacobs, bien sûr. Donc, je dirais Green Bay vainqueur. Voilà. Ouais, Oui, je dis bon, Green Bay aussi, mais sans conviction non plus. Ils ont besoin de cette victoire parce que ça commence à vraiment tourner au vinaigre du côté de Green Bay, qu'on annonçait comme une des équipes dangereuses dans cette NFC. Force est de constater qu'ils font plus peur à grand monde malgré tout. Malgré une belle défense, hein, faut le souligner. Mais... prochain match, et cette fois, c'est le match de rêve. Seahawks-Rams. ça c'est beau, Los ça. Angeles. Ça, c'est beau. Énorme match avec d'un côté les Seahawks. Bon, pour rendre hommage à quelqu'un que je connais, les Seahawks. Ne me demandez pas pourquoi ils prononcent comme ça, ils m'énervent depuis que je connais. Les Seahawks qui ont une des plus belles attaques de la NFL, clairement, qui surplombe, qui survole comme des oiseaux, on va dire. On est un peu dans les jeux de mots ce soir, on est drôle. Mais, C'est beau. Et les Rams qui défoncent tout comme des béliers, c'est ça? Exactement, c'est magnifique. Et les deux équipes sont dans une pleine ascension, deux quarterbacks qui sont excellents, Sam Darnold et notre ami Matthew Stafford qui a été impérial contre les 49ers avec 3 TD et 389 yards. Ça va être un très gros match. Moi, je donne un petit avantage à Los Angeles parce que c'est à Los Angeles, enfin au SoFi Stadium, c'est un peu en dehors, mais bon, on s'est compris. Mais Rams a un petit peu l'avantage. Maintenant, je pense que ça va être ça sera un gros match avec beaucoup de points et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va être fait pour couvrir Puka et Jackson Smith des deux côtés. Ça va être spectaculaire. Vas-y, Olivier, vas-y. Il y a une stat qui est intéressante sur ce match-là. C'est le total de sacs. Tu te retrouves avec Los Angeles avec une super D-line qui fait 27 sacs, et de l'autre côté une D-line qui est 3e du championnat avec 32 sacs. Donc moi je pense que ça va venir par là la différence. Bon, moi je dis quand même que les Rams gagnent, mais c'est le match à regarder ce week-end, hein, clairement. Ah ouais, c'est un magnifique match sur papier. On a deux équipes qui brillent. On a peut-être les deux meilleures équipes de la NFL actuellement. Moi, en tout cas, dans mes power rankings, je les mettrais sans doute en 1 et 2. Les Seahawks, on en parle peut-être un petit peu moins, mais c'est vachement impressionnant ce qu'ils font. La semaine dernière, ils gagnent un match 44-22, tout en contrôle. Et sur cette rencontre, on a Sam Darnold qui ne lance que 12 fois le ballon. 10 passes complètes, moins de 200 yards. On a une équipe qui en fait peut se permettre pas mal de choses de par un running game, de par malgré tout un passing game extrêmement dangereux parce qu'on a Jackson Smith et Njigba dont on a déjà parlé, et surtout une défense qui peut faire des plays. Donc à partir de ce moment-là, on a quand même une équipe qui est extrêmement dangereuse sur papier. Leur petit avantage pour moi par rapport aux Rams, c'est un running game qui est sans doute mieux établi, avec Charbonnet et Walker qui sont deux coureurs de type légèrement différents et qui peuvent être chacun dangereux. On a un Cooper Kupp qui a retrouvé un petit peu la forme la semaine dernière. Ça reste un receveur avec d'excellentes mains qui peut faire du bien dans les moments importants. Et en face, on a tu l'as dit Scooby, on a des Rams qui sont très costauds, avec un Stafford qui fait une saison MVP-esque, on peut le dire aussi, avec 25 touchdowns pour 2 interceptions. Je crois pas qu'il y ait grand chose à ajouter sur ça. Il est accompagné d'un Kyren Williams qui pour moi est un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre, mais qui malgré tout n'est pas mauvais cette saison. Et on a toujours un corps de receveur qui est absolument incroyable avec Nakua et Adams qui font le taf de semaine en semaine. Une défense dont on parle moins, mais qui est très belle aussi. Malgré tout, on a des joueurs qui
qui resterait dangereux. Je pense notamment à Byron Young, qui est de loin le leader de l'équipe au niveau des sacs. Il se rapproche des 10 sacs. Et donc voilà, on a un match magnifique sur papier. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous et que les deux équipes seront dans un grand jour, parce qu'on peut voir du tout grand spectacle. Ah là là, c'est vrai que ça. Avantage ça fait Rams plaisir. pour moi, je l'ai pas dit, mais allez, Oui, je donne les moi, Rams celui-là. ouais, on est un peu tous d'accord, parce surtout que le match va se jouer C'est ça, comment ça s'appelle là, Los Angeles, SoFi. Alors pas vraiment à Los Angeles, ça fait assez bien à côté. Bon, on va arrêter les vannes, mais blague à part, est-ce que peut-être que si je dis pas de conneries, la week 16, la week où ils vont se rejouer, ce sera presque un match pour savoir qui va être premier de la division et premier de la conf, carrément. Donc, ça va être, il y a de fortes chances que ça ça, effectivement. on n'aura pas droit au absolu cinéma entre Vikings et Lions. Le double 14-2 qui allait décider qui allait être le premier de la NFL, bon, qui a été un vrai flop ce match-là, mais en tout cas, sur le papier, c'était légendaire. Mais bon, en tout cas, on est content de voir des beaux matchs comme ça. Bon, alors là, j'espère que vous êtes régalés. Un match qui fait beaucoup moins rêver. 49ers aux Cardinals. Cardinals qui s'effondrent complètement. Marvin Harrison qui est out pour ce match-là. Enfin, junior. On voudrait bien avoir le Bear, mais il est qu'il pas a là. droppé ce week-end. T'as vu toutes les balles qu'il a droppées? C'est un truc de ouf. Sacré tact, Olivier. Mais en tout cas, bon, la chaleur du désert de Glendale va pas faire du mal aux 49ers. Je pense qu'ils vont gagner quand même ce match. Ouais, Niners aussi pour moi. Niners pour moi aussi. Parfait. Ravens, Browns, à Cleveland. Baltimore, même si, bon, on sait jamais avec Cleveland, hein, on sait jamais. On sait jamais. Je pense que Cleveland peut les ennuyer un petit peu, mais je pense que les Ravens sont sur une belle série. Je les vois pas s'arrêter face à cet adversaire-là. Derrick Henry qui est aussi par match le running back des Ravens avec le plus de yards. Hein. Ouais. Est-ce que tu sais qui est dans une équipe NFL, qui est le leader all-time de yards par match? Genre, dans quelle équipe et c'était qui? Vous le trouverez jamais. On trouvera jamais l'équipe non plus. Lamar Jackson? Non. C'est pas un quarterback, c'est un running back. C'est un running back. Et c'était quelle période? 2000. Marshall Lynch? Non. Frank Gore? Non. Un running back all-time. Ray Rice? Tomlinson? Non, Ray Rice, il me semble qu'il est même... Ouais, non, même pas. Ah, Maurice Jones-Drew? Non. En 2000, Marshall Faulk. Eh ben, je vais vous donner la réponse. C'était Clinton Portis aux Broncos. Ouais. Wow. Avec une moyenne de 110 yards par match aux Broncos quand même. Oh putain. C'est bon. Après, il a joué 2 matchs ou c'est quoi l'histoire? Il a fait que 2 saisons, les deux à 1500 yards. Donc dont une en 13 matchs, il a fait 1600 yards hein, quand même. Hein. Et Incroyable. après, ils se sont dit, tiens, et si on le virait? Bref, bon, c'est la petite parenthèse parce que Si je on voulais l'envoyait à en Washington. parler et j'ai pas entendu parler de Clinton Portis depuis, oh là là. Depuis Depuis 2003, à mon avis. Enfin, non, j'exagère. Depuis 20 ans. Prochain match qui va être intéressant, qui est décisif absolu, Chiefs Broncos à Denver. Ce match-là, Denver peut se permettre de se perdre, mais pas les Chiefs, parce qu'à mon avis, si les Chiefs le perdent, la division au moins va s'éloigner et presque être inatteignable. Donc, et c'est à Denver, et moi, je ne suis pas emballé par les Chiefs. Alors, on dit ça chaque année, mais là, un coup, ils étaient vraiment bien remontés avec un Mahomes qui était favori MVP, no blague. Et là, ils ont perdu depuis la défaite contre les Bills, on se pose des questions. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, j'ai dit les Broncos gagnants parce qu'ils jouent chez eux au Miles High. Vous serez pas étonné de savoir Kansas City est largement favori. Hein. Bien sûr, toujours les bookmakers, ils ont toujours la fibre mahomesque. Mais voilà. Bon, moi, j'ai dit les Broncos, mais ouais, match assez important quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis pour Denver. Hein. Je pense que de toute façon, c'est toujours difficile de battre une équipe au Mile High Stadium avec ce stade. Bon, c'est sûr que le stade aussi des Chiefs, il est balèze, mais celui des Broncos, c'est aussi un sacré stade. Et moi, je crois en Bonix, donc
Voilà, je pense que ils vont continuer à gagner là. Un Rémi? match méga intéressant. Je pense que les Chiefs en ont tellement besoin de cette rencontre que je les vois malgré tout l'emporter. Les Broncos restent sur une très belle série de 7 victoires consécutives. Cette saison, je pense qu'ils sont invaincus à domicile. Et ils ont quelques éléments qui pourraient vraiment fortement ennuyer Monsieur Mahomes, à savoir un pass rush qui est très dangereux parce que ça vient un petit peu de partout. On a Bonito, on a Cooper, on a Allen. C'est des gars qui sont à plus de 5 yards. Avoir plusieurs menaces dans une ligne offensive des Chiefs qui parfois peut sous-jouer avec un Mahomes qui essaye de forcer un peu trop, comme on l'a souvent vu, qui s'est pris des cartons costauds dans la tête ces quelques dernières semaines. Ça peut être le tournant du match, mais un Mahomes qui doit gagner, souvent c'est un Mahomes qui gagne. Et donc ouais, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Bonix est excellent. Ils ont été un petit peu moins bons statistiquement sur les 2 dernières rencontres, mais malgré tout ça gagne parce que la défense a brillé. Donc quand l'attaque ne tourne pas trop, c'est la défense qui brille, et inversement. Là je pense qu'il faudra l'attaque et la défense, mais voilà, je n'arrive pas à voir Mahomes s'avouer vaincu dans cette division. Donc léger avantage Chiefs, c'est un beau match, et sur papier je pense que c'est un bon 50-50. C'est vrai, je suis assez d'accord, mais on va voir ce que ça va donner parce que c'est vrai que c'est un match pour moi presque décisif pour Mahomes et pour les playoffs. C'est ça. Et pour Exactement. surtout cette série, il me semble que ça fait quand même très longtemps qu'ils sont allés en finale de conf / remporter la division à chaque fois. Donc à voir ça plus d'années. Alors on a 2 matchs qui nous restent. Est-ce que vous voulez commencer J'ai par une le stat bon match ou le match importante. un peu moins J'ai une stat importante vas-y. sur le Kansas City Broncos, c'est ce que tu disais, la D-line des Broncos de Denver, ils sont premiers Ouais. avec Ouais, 46 c'est très sacs. fort. Hein. C'est Donc très c'est très fort. vraiment très fort? impressionnant. Ouais. Non, c'est clair et net. Ce sera peut-être la clé du match. En tout cas, si les Broncos gagnent, ils ont besoin de leur ligne défensive. D'ailleurs, pour finir, vous voulez finir avec le bon match de la semaine ou l'autre moins bon? Le mauvais d'abord, je pense. Ok, Cowboys aux Raiders. Sachant que moi, c'est assez simple. Dallas, malgré une fiche de 3-5-1, je trouve qu'ils ont une belle attaque. Alors, un peu plus décevante récemment, hein, surtout contre les Cardinals. Ils n'ont pas réussi à scorer leurs 30 points habituels. Mais sinon, c'est quand même 20 points au début, mais après 40, 14, bon, 40, 37, 27, 44, 44. Mais bon, je pense qu'offensivement, Dak Prescott fait quand même une belle saison. L'attaque des Cowboys avec Schottenheimer, le head coach, font une bonne attaque. Les Raiders, il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont failli le palmarès et avoir failli battre les Jacksonville Jaguars et avoir battu les Patriots. Futur champion de l'AFC peut-être. Mais voilà, donc je pense que Raiders va remporter ce match-là. Enfin, pardon, excusez-moi. Même si c'est à Las Vegas, je pense que les Cowboys sont largement favoris. Ouais, Cowboys aussi pour moi. Les Raiders, on a Crosby, on a Bowers, mais je pense qu'il ferait mieux de penser à partir plutôt que de rester. Ah, Olivier? Tu vois, c'est pareil. On a le stéréotype de l'équipe qui utilise son jeu au sol. Voilà. Les Raiders sont nuls au jeu au sol. Franchement, quand tu as un running back du niveau de ce Iceman Trophy là, franchement, t'arrêtes de faire n'importe quoi. Bon, c'est ce que je vous avais dit au début de saison. C'est sûr, il manque un peu de maturité. Il aurait fallu un mec un peu plus costaud, tu vois, pour l'aider. Mais là, ils font n'importe quoi. Donc, Cowboys, voilà. Après, en termes de running back, on peut regarder le contre-exemple, c'est Buffalo. J'ai l'impression qu'il n'y a que James Cook en running back chez eux, littéralement. Genre, c'est lui qui prend toutes les portées. Ouais. Et quand même, ils arrivent à déviler. Donc, je pense que c'est aussi lié au fait que... C'est pas la même line. C'est pas la même équipe tout court. Et c'est pas le même QB aussi, c'est con. Ils peuvent compter sur leur QB. Un running back sans une bonne O-line, c'est pas un bon running back, hein, on sait très bien. Hein. Tiens, en parlant de bonne O-line, le dernier match-up des O-line, Lions contre Eagles,
Match-up assez intéressant globalement. Jared Goff qui fait quand même une belle saison avec 20 TD et 3 interceptions. Jalen Hurts qui a 16 TD et 1 interception. Lions qui sont pas mal ces derniers temps, qui ont quand même bien battu malgré cette défaite contre les Vikings. Il y a peu, ils ont fait une belle victoire contre les Commanders à plus de 40 points marqués. De l'autre côté, on a les Eagles qui aussi gagnent, mais dernier match contre les Packers, c'était pas incroyable non plus. Le match se jouera à Philadelphie. Ça va être très indécis. Alors, il me semble que j'ai dit Lions parce que je préfère les Lions globalement cette saison. Mais ça va être très indécis ce match-là non plus. Hein. C'est pas du tout évident. Ouais, on a un peu une opposition de style et j'ai mis les Lions aussi, mais je suis pas convaincu de mon choix. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que les Eagles disposent d'une défense qui peut ennuyer les Lions. Et toujours scorer un peu plus de points que l'adversaire. C'est le petit jeu auquel jouent les Eagles assez bien cette saison. Donc, je donne les Lions, mais je dois bien avouer que je vais peut-être changer d'avis en cours de semaine. J'espère aussi voir les Lions gagner. C'est peut-être pour ça que je les donne vainqueurs. Ouais. Les statistiques donnent Lions vainqueur, hein, mais avec une équipe qui est deuxième. Les Lions sont deuxième au niveau des points par match. Maintenant, je pense qu'on va passer aux choses sérieuses chez les Eagles et dans ce genre de match, je pense, et chez eux en plus, ça va bien se passer pour les Eagles. Voilà. Donc moi, je dis les Eagles gagnants. Ouais. Ok, donc on est un peu tous d'accord. Enfin non. Pardon, on a dit 2 Lions et 1 Eagles, pardon. Donc on est encore indécis. Donc c'était le dernier match de la semaine. Merci. Alors pour faire vos pronos, j'ai oublié de le dire, c'est sur prononfl.com. Prono avec un S s'il vous plaît. Vous faites vos stats, vous verrez comment on en est et quels sont nos pronos exacts pour chaque rencontre. Regardez le podcast, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, partagez avec vos amis. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Tout le monde est là, bienvenu. Il y a toutes les horizons, toutes les modes de pensée. C'est ça qui est la richesse de notre émission. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. J'ai une chose à dire avant de terminer. Olivier. La D3 commence cette semaine. Alors, il y a la D3 de l'Est qui a déjà commencé la semaine dernière, mais la D3 en France, venez voir les matchs des équipes françaises. C'est important de venir aussi supporter. Même si vous venez avec vos maillots NFL, vous êtes les bienvenus. Voilà. Effectivement, match en Île-de-France. La match Île-de-France, notamment, on a les Molosses B contre le Flash B. Voilà, au Stadio André à la Courneuve à 19h. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous. Et à bientôt. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao. Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. Dominique, Nick, s'en allait tout simplement. That's what I do!